c'est qu'on va passer à travers ces emails les plus importants, on va tenter de les décrypter, de les remettre dans le contexte. Et vous allez voir, ils sont truffés d'informations. Donc Thomas, je ne sais pas si tu peux aller de manière chronologique, j'ai oublié de mettre dans les titres les années, mais On va faire ça, on va commencer donc, je crois que c'est en 2011 qu'on va commencer. On va commencer en 2011. Et le premier email de 2011, il vient du 2 avril 2011. Et le premier exemple qu'on a, c'est un email envoyé à Maxwell depuis... À Ghislaine Maxwell. Alors, c'est important le contexte. Nous sommes en 2011. Donald Trump n'a pas encore débuté sa carrière politique. Donc, on ne peut pas utiliser l'excuse que l'on pourrait utiliser pour ceux qui sont de 2017, de 2019, lorsqu'il est président, de dire, c'est pour se vanter, c'est pour gêner le président qui est en exercice, c'est pour l'embarrasser, etc., etc. Là, non, nous sommes en 2011, donc Donald Trump, à ce moment-là, en 2011, je pense qu'il est animateur de télé, ou pas loin, ça doit être les années The Apprentice. On est très très proche de la période de Jeffrey Epstein qui a pu avoir son fameux Sweetheart Deal, qui a été dans le cadre de l'enquête menée du côté de Palm Beach, qui a pu obtenir ce deal avantageux par Alex Acosta, républicain, qui a été nommé par un républicain pour être en charge de ce dossier-là, de cette négociation avec Jeffrey Epstein. Et qui, en plus de ça, Acosta est devenu ministre quelques années plus tard, est devenu ministre de Donald Trump lui-même. Donc ça, on est 2-3 ans après ça, mais c'est un moment qui est extrêmement important. En 2011, c'est le moment où, du côté du FBI, de manière différente de la procédure qui a permis d'avoir ce deal-là, c'est le moment où on est en train de se dire peut-être que l'affaire Epstein n'est pas limitée à Palm Beach. Peut-être que ces victimes sont sur l'ensemble du territoire de l'État de la Floride. C'est comme ça que c'est devenu une enquête fédérale. Et au-delà de la Floride, après, on va s'interroger, est-ce qu'il existe d'autres victimes de Jeffrey Epstein en dehors de la Floride, dans d'autres États? Donc, on est dans ce contexte extrêmement important où il y a des enquêtes fédérales qui sont en train de se multiplier et où certaines victimes de Jeffrey Epstein sont réentendues par le FBI. C'est dans ce contexte, on va regarder cette courte interview de Annie Farmer. On vous en a parlé. Farmer, je crois que exactement, de Mary Farmer, donc la sœur aînée, qui raconte qu'elle a été reconvoquée par le FBI à ce moment-là, où elle a non seulement parlé de Jeffrey Epstein, mais aussi d'un complice, en tout cas d'une personne extrêmement suspecte autour de Jeffrey Epstein. Vas-y Thomas. Contacting the FBI in 1996 and documenting it in her diary at the time. And I just remember trying to explain to this man at the FBI that children are in severe danger. And so I told him, I said, listen, I'm calling to report an international pedophile and child porn ring. This is a federal crime. And it wasn't only Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell she mentioned. I said, and there's this businessman. I said, he's kind of cheesy. And I said, I can't remember if I described him as a game show host or used car salesman or something like that. But I said, he's a prominent businessman. He's a New York fixture. And they said, oh, Donald Trump. The FBI guessed based on that brief description that I was discussing Donald Trump. Her complaint wasn't taken seriously then or in 2006 when she repeated her allegations to federal authorities who were finally investigating Jeffrey Epstein.
So when President Trump vowed to get to the bottom of the Epstein saga, Maria was cynical. I reported him because I knew he was part of this gang. I didn't know on what level. I just knew that he was very much a part of it. And as you'll see, the president's reluctance to be transparent has, for the first time, turned his supporters against him. Donc, c'est dans ce contexte que son témoignage de 1996, on vous avait raconté les circonstances, celui répété en 2006, reviennent à la lumière au niveau du FBI et que les enquêtes sont lancées sur Jeffrey Epstein. Il faudra attendre plusieurs années pour qu'elles arrivent à son terme et qu'il soit inculpé et puis qu'il meure ensuite en prison. Sous la présidence de Donald Trump, d'ailleurs, il faut quand même le signaler. Et donc, dans ce message envoyé par Jeffrey Epstein, on va zoomer dedans. Donc, on va le faire en 2 étapes. Donc, le message du 2 avril est envoyé à Ghislaine Maxwell, G-Max, et on voit que il signale dans cette formule « I want you to realize that dog that hasn't barked is Trump ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est en train de lui dire que à ce moment-là, la seule personne qui a été discrète, qui s'est fait discrète, qui s'est pas manifestée au moment où le nom de Epstein s'est retrouvé dans les informations suite à différentes procédures et le Sweeter Deal, c'est Trump. Donc Trump a préféré rester dans l'ombre. Il n'a pas voulu mêler son nom à l'affaire Epstein et il dit victime, donc apparemment ça serait Virginia Giuffre, a passé des heures chez moi avec lui et c'est quelque chose qu'il n'a jamais dit. Et puis après, cette formule, police chief, etc., etc. Police chief, c'est intéressant. Si vous étiez avec nous, lors de notre dernière émission de l'enquête interdite, où on avait fait vraiment une enquête extrêmement pointue sur Mar-a-Lago à l'époque, sur le réseau de Mar-a-Lago. On vous avait montré comment Mar-a-Lago, chaque année, organisait le débat, le congrès de la police de Palm Beach, ce qui était une manière d'être en contact avec ces gens-là. On vous a montré d'ailleurs des photos de Donald Trump avec le chef de la police. Et c'est le chef de la police, je pense que peut-être Thomas, on a 2 extraits à ce sujet-là, c'est le chef de la police qui avait ouvert la première enquête contre Jeffrey Epstein. Et Epstein avait toujours considéré que c'était une revanche de Trump parce qu'il y avait eu cette fameuse vente aux enchères et cette bataille entre les 2 hommes qui est à l'origine de leur dispute pour l'achat de cette énorme villa du côté de Palm Beach où du côté d'Epstein, on avait estimé que Trump l'avait trahi. Et donc, du côté de Epstein, comme nous l'avait raconté Michael Wolff, on estimait que c'était Trump qui avait informé le chef de la police à mener cette enquête contre Jeffrey Epstein. Et donc, de revoir cette mention non détaillée, on n'en sait pas plus, mais que dans un même email où il parle de Trump, du fait qu'il a passé des heures dans son domicile, le fait que c'est le seul qui ne dit rien actuellement, et qu'on rajoute ce mot de chef de la police là-dedans, c'est que pour moi, ça signifie, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, que Epstein estime qu'il y a des cadavres dans le placard de Donald Trump. Surtout cette phrase juste avant Police Chief, de dire « He has never once been mentioned », que Trump n'a jamais été mentionné, le nom Trump n'a jamais été mentionné dans tout ça, et qu'après il parle de Police Chief. Pour moi, on peut interpréter ça de disant que la raison pour laquelle... Donc Epstein dit « Trump n'a jamais fait du bruit sur ce sujet ». Trump a passé des heures avec une de mes victimes dans ma maison, mais on n'a jamais relié Trump à ce dossier, chef de police.
Pour moi, ça veut dire Epstein croit que Trump n'a jamais pris du feu sur tout ça parce qu'il était protégé, impliqué avec la chef de police, qui aurait en plus, peut-être Trump aurait balancé Epstein comme échange, tu vois, ce genre de choses-là. Et puis quand il écrit après I'm 75 there, ça veut dire que je suis à 75%, c'est-à-dire qu'il est en train de résoudre ce puzzle. Ou qu'il est à 75% certain que on en est là. Trump et la chef de police étaient ensemble. Et ce qui va en plus dans ce sens-là, c'est que regardez, cet email, il est extrêmement intéressant parce qu'en fait, le texte de Epstein est en réponse et collé à la réponse de Ghislaine Maxwell et qui dit oui, j'ai pensé à ça. Maxwell donc est d'accord avec ce genre d'analyse. Et regardez aussi, ils avaient flagué que, pour l'email que l'importance du sujet d'email, vous pouvez classer vos emails par low, medium, high. C'était high, c'était un sujet d'importance majeure. Et donc, évidemment, lorsqu'on regarde cet email et le fait qu'il y ait ce genre d'informations, ça nous renvoie tout de suite à Maxwell. Hein, soyons clairs, Thomas vous a proposé d'ailleurs, la vidéo est disponible sur notre playlist Epstein. Lorsqu'on sait, il y a quelques jours, ces révélations de ces lanceurs d'alerte regardez ce titre, Trump face à la menace Maxwell, où on sait qu'elle a des conditions de prison qui sont complètement favorables. Si tu peux ouvrir le dossier Maxwell, Thomas, qui sont complètement favorables. Et en plus de ça, le fait qu'elle est en train de négocier sa liberté avec l'administration Trump. Donc, évidemment, ça nous renvoie à différentes choses. Ça nous renvoie aux déclarations de Trump en 2019, lorsqu'il lui souhaitait le meilleur. Hein, vas-y, Thomas. Ghislaine Maxwell is in prison, and a lot of people want to know if she's going to turn in powerful people. And I know you've talked in the past about Prince Andrew, and you've criticized Bill Clinton's behavior. I'm wondering, do you feel that she's going to turn in powerful men? How do you see that working out? I don't know. I haven't really been following it too much. I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach. But I wish her well, whatever it is. I don't know the situation with Prince Andrew. Just don't know. Not aware of it. Ouais, donc... Excellent. C'est excellent. Et c'est pas faux. Mais d'un coup, ces déclarations de 2019, ce I Wish Her Well, d'un coup, la visite de Todd Blanche et les déclarations de Ghislaine Maxwell à Todd Blanche en disant que non, elle n'avait rien de dire sur Donald Trump, tout ça s'effondre avec ce mail-là. En 2011, elle discute avec Jeffrey Epstein, qui fait référence à des choses qu'elle comprend, en disant que oui, de son côté aussi, elle pense à ce genre de choses. Il y a des références à passer du temps avec Virginia, au chef de la police, et etc., etc. Donc, tout ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le savait, mais c'est la confirmation que, Maxwell ment pour obtenir quelque chose de Donald Trump et que son statut actuel dans la prison de Bryan est lié aux informations qu'elle pourrait donner contre Donald Trump. Elle était au cœur de ce secret-là. Elle est donc une menace. Et vous en souvenez peut-être si vous étiez là depuis avec nous il y a 2-3 jours lorsqu'on a fait cette émission, la multiplication des photos de Maxwell avec Donald Trump, c'est aussi un signe inquiétant. Et donc, va-t-il aller jusqu'au bout de la logique et lui permettre de sortir de prison maintenant qu'il y a en plus de ça cette procédure de 218 signatures? Ça va être extrêmement compliqué, non? C'est certain, tout ça se complique. C'est fou de revoir cette déclaration de Trump de I Wish Her Well
maintenant qu'on a tellement plus de contexte en suivant ce dossier, la menace Maxwell, c'est même plus une menace, c'est une polémique maintenant. C'est une polémique et en même temps, donc évidemment, je t'envoie de nouvelles informations parce que les emails sont en train d'être triés au goutte à goutte. Donc il y a d'autres emails, il y a un nouvel email, on va rajouter un sur la liste qui est extrêmement intéressant. Bah, tiens, on peut en parler tout de suite parce que c'est certain qu'il va faire l'actualité. Donc ça, c'est l'email que je viens de t'envoyer à l'instant, date de le dernier que je viens de t'envoyer. C'est celui-ci. Donc si tu peux nous mettre la date, parce que vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. 2018. Donc c'est un email en 2018 où Jeffrey Epstein, accrochez-vous, annonce qu'il a donné à Poutine et au gouvernement russe des informations sur la manière de gérer Donald Trump en passant par l'assistant de Lavrov, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, le bras droit de Poutine. Et après ce rendez-vous, il dit, voilà, maintenant, he understood Trump after our conversation. C'est Jeffrey Epstein qui explique que donc il a discuté avec le numéro 2 du gouvernement russe de Trump et de comment gérer Trump. He understood Trump after conversation. Je suis allé le voir et après notre discours, voilà, il sait maintenant comment gérer, comment comprendre Trump. Ben, C'est fou. Pendant la campagne, disait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui craignait et c'était qui cette personne? Bah oui, c'était Jeffrey Epstein. Et donc là, on retourne aussi sur ce côté russe. Je vois dans le chat, on parle de Krasnov, compromat. Oui, on est à plein encore dedans. Ce dossier Epstein, c'est ça, en fait, il touche à l'argent, tout qui est pédophile, la Russie. Ouais, je me rappelle lorsqu'il y a eu la visite en Alaska de Poutine et que ça s'est terminé, comment ça s'est terminé. Ouais. Beaucoup de monde, en plaisantant, disait, ouais, mais il a dû lui montrer la copie 4K du dossier Epstein en russe. du dossier Epstein. On n'en est pas loin, quoi. On n'en est pas loin des relations, si c'est vrai, hein, ce qui est en train, oui, c'est explosif, ce qui est en train d'écrire Jeffrey Epstein dans cet email-là. Jeffrey Epstein a conseillé Vladimir Poutine sur Donald Trump, à un moment où Donald Trump est président des États-Unis. Qu'est-ce qui a pu être dit dans cette rencontre? Pourquoi les Russes ont fait la démarche d'aller demander à Jeffrey Epstein qu'il vienne leur parler de Donald Trump, hein? Pourquoi en 2018, les Russes se sont dit, bah tiens, et si on rencontrait Jeffrey Epstein? On est en Rien que cet plein email-là. dans la présidence Trump en 2018. Hein, c'est pas le début. Non, on est vraiment au cœur. Cet email-là, il est vraiment fou. Il est vraiment fou. Donc voilà, donc ça c'est cet email. On va retourner sur notre chronologie. Donc vas-y Thomas, passe à travers ces emails. Vous allez voir, hein, il y a pire ou il y a mieux. Je ne sais pas. Donc vas-y, on va mets retourner celui que en je pense, 2011. 2011, oui. En 2011, encore une fois. Et là, vous allez comprendre pourquoi Donald Trump ne veut pas sortir le dossier de Jeffrey Epstein. Donc vous voyez, c'est encore un email du 6 mars 2011 de Jeffrey Epstein. Hein. À ce moment-là, on n'est pas dans la politique, mais regardez, écrit noir sur blanc par Jeffrey Epstein, Clinton n'est jamais venu sur l'île. Ouais. Hein, c'est important, on vous a montré que en fait, on transformait le fait que Clinton avait pris, et son nom est présent, et il a voyagé, c'est documenté. Il y avait même des journalistes avec eux, qu'il a voyagé avec Jeffrey Epstein en Afrique lors de ses tournées pour aller parler des risques du sida.
Mais dans la réalité, Jeffrey Epstein écrit en 2011, il n'est jamais venu sur mon île, hein, contrairement à ce qu'on dit. Il n'existe pas un document qui démontre que Clinton a été dans la Lolita Express, dans l'avion de Epstein qui a mené sur sa fameuse île des îles Vierges. Ça n'existe pas. Et là, vous l'avez écrit noir sur blanc par Jeffrey Epstein. On le croit ou on ne le croit pas, ça c'est un autre, Mais en ça, tout c'est cas, un autre problème. il a mis. En tout Ouais. cas, il a écrit et donc on comprend aussi pourquoi hein, on ne veut pas sortir ce genre d'informations du côté de Donald Trump parce qu'on l'a vu encore cet été, à un moment, ça a été sa défense. Hein, C'est-à-dire lorsque- Clinton était allé hein, 32 fois sur l'île. C'est ce qu'il Exactement. disait en permanence. Lorsque on est revenu dans cette stratégie du spaghetti de dire tout, il dit non, mais en fait, c'est le contraire. C'est pour les démocrates que c'est pas bien parce que Clinton est allé 32 fois. Il n'existe aucune preuve, aucun flight log. Et maintenant, vous avez Epstein lui-même qui, dans un email privé, 2011, Donald Trump n'est pas candidat. Hein, donc, dans un email privé, vous explique que Clinton n'est jamais venu sur l'île Epstein. Donc, on va continuer. Notre prochain email dans la chronologie nous amène en 2012. C'est encore un email écrit par Jeffrey Epstein. Et on parle là de Mar-a-Lago. Oui, là, on est dans la suite du gars, et on revient dans ce que nous avait dit Michael Wolff, et qui est une des clés. Hein, vous souvenez de ce que nous dit toujours Jean-Marc Léger, Follow the Money, et une des clés, c'est les finances de Donald Trump. Et vous vous en rappelez, pour cette fameuse villa qui a été achetée par Donald Trump, que Epstein voulait acheter, Epstein était persuadé qu'il s'agit d'une opération de blanchiment d'argent de Donald Trump et entre autres de l'argent de la mafia russe. Hein, c'est les accusations de Epstein. On y reviendra un de ces jours sur ce dossier-là, sur cette villa. Villa de l'amitié, en plus, elle s'appelle. Ouais, non, mais c'est intéressant, encore une fois, c'est le dossier Epstein, il va plus loin que entre guillemets, les crimes sexuels. C'est que, voilà, on a en 2012 Epstein qui est convaincu de des crimes de finance par Trump. Donc, on est en 2012, Thomas vient de vous le dire, c'est extrêmement important parce que, encore une fois, ce Trump n'est n'est pas pas du président. chantage politique. Non, Trump n'est pas président et Epstein révèle plusieurs exemples de malversations financières exactement. qui mériteraient des poursuites de la part de Donald Trump. Donc, on apprend que, par exemple, il dit vous devriez aller jeter un œil Ouais. sur les coulisses du prêt que Trump, hein, c'est un moment où Trump, il n'y a plus aucune banque qui lui fait confiance. C'est aussi une réalité. Hein, c'est un moment où il n'y a plus aucune banque qui lui fait confiance et il dit, voilà, c'est quoi la réalité du crédit que Trump a obtenu pour Mar-a-Lago? Il a obtenu où? Il a obtenu de qui? Donc ça, c'est un des premiers points mis en avant. Il explique qu'il utilise du cash pour ne pas payer les tarifs qui sont obligatoires à suivre dans les conventions collectives avec les syndicats, donc les Electrician Union. Il donne des informations en expliquant que c'est son chauffeur qui a transporté, était le bagman, donc c'est celui qui transportait le cash. Et c'est pour ça que d'un coup, il a été récompensé et qu'il est devenu un des dirigeants de la compagnie Trump parce que il fallait récompenser ce chauffeur, Matt, parce qu'il balançait le cash pour la... Et puis après... Et un autre exemple qui est même pas lié à Mar-a-Lago, il y a un deuxième exemple. Il y a un deuxième exemple, et ce qui veut vous dire aussi que c'était un des points qu'on avait abordé une ou deux fois, c'était de se dire comment on peut imaginer Donald Trump qui est dans le même univers que Jeffrey Epstein, alors que tout New York vient demander des conseils financiers à Jeffrey Epstein, comment imaginer que Donald Trump n'a pas fait cette démarche-là, alors qu'encore une fois, toutes les banques américaines refusaient de lui prêter de l'argent, il était en faillite, il était en procès avec tout le monde, qu'il n'ait pas demandé conseil à Jeffrey Epstein. Et ce mail, c'est un petit peu la confirmation de ça. Parce que
pour donner les informations, et entre autres cette dernière partie où il explique que le prêt des 30 millions de dollars qui ont permis à Trump d'acheter son casino à Atlantic City, en fait, c'est une magouille. C'est ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, la date n'est pas bonne dessus. Il a été signé et daté après que l'argent était là. Et la rumeur depuis toujours, c'est que c'est la mafia russe qui a financé l'achat des casinos de Trump à Atlantic City pour différentes raisons. Et si Epstein est au courant de ce détail-là, c'est qu'il connaît les finances de Donald Trump. Ouais. C'est qu'il a vu le document. Et qu'il est vraiment un proche de Donald Trump, parce que Donald Trump ne montrerait pas juste « tiens, regarde ce document ». Ça montre qu'ils sont vraiment des amis proches. Et on sait que Epstein était bien plus riche que Trump à des moments où Trump avait des difficultés. Vraiment, le dossier financier, il est croustillant. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va beaucoup parler évidemment de l'aspect sexuel, mais vous voyez que on est dans toutes différentes dimensions. Ouais. Poutine, de la corruption, des magouilles financières, c'est les secrets de Donald Trump qui sont révélés par le dossier Epstein. Et ça continue. Et ça continue. Là, on se retrouve en 2015. Le sujet de l'email est Trump. Donc, le sujet de l'email est Trump. En 2015, il se passe quoi dans la chronologie? Je vous ai souvent expliqué que c'était une manière de prendre du recul, d'essayer de comprendre les choses. En 2015, Virginia Giuffre a fait une déclaration sur l'honneur, un affidavit, devant la justice, où elle explique que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell sont à la tête d'un réseau international, elle utilise le terme de network, de réseau international de pédophilie et de trafic de jeunes filles. Donc, c'est le contexte en 2015. On n'est pas encore face à la justice. La date précise, Thomas, tu peux nous la montrer de cette... C'est le 8 décembre 2015. Et donc, il y a cet email sur Trump. Vas-y, si tu peux, on va y rentrer dedans. Vas-y. Donc, il y a plusieurs réponses à plusieurs choses dans cet email, et cet email est complètement fou. Donc là, comme tu l'as dit, on avait parlé de la Russie, on avait parlé de l'argent, mais maintenant on va parler du côté des femmes. Et donc, ce sont des réponses au fait qu'il y a un article BuzzFeed où Trump est en train on parle du campaign, donc c'est la première campagne d'élection de Trump, où Trump se met très très loin d'Epstein, ou en disant que la seule connexion de Trump à Epstein, c'est que Epstein était une des milliers de personnes qui est venue à Mar-a-Lago. Trump n'était jamais accusé d'être proche d'Epstein, etc. Et que si BuzzFeed vous mettez un article en disant que Trump et Epstein étaient proches, ce serait irresponsable et il y aurait des conséquences. Ouais, c'était les menaces de Trump qui, en 2015, fait tout pour s'éloigner de Jeffrey Epstein. C'est là qu'il va raconter que oui, il a participé à un article en disant que c'est son meilleur ami, mais que c'était Jeffrey Epstein qu'il connaissait à peine, qu'il avait imploré. Voilà. Et la réponse, c'est ça le plus important, c'est la réponse, elle est vers le bas, de Jeffrey Epstein. Il y en a plusieurs. Lorsque on le confronte à ça, mais on va se tenir à cette ligne. Would you like photos of Donald Trump and girls in bikini in my kitchen? Est-ce que, en gros, on est en train de lui dire, est-ce que du coup, c'est vrai? Est-ce que vous étiez vraiment l'ami de Donald Trump? Réponse de Jeffrey Epstein. Est-ce que vous voulez voir des photos de Donald Trump avec des filles en maillot de bain, en bikini, dans ma cuisine? Et la réponse est oui. Et donc, réponse à ça, c'est Hawaiian Tropic Girl. Donc voilà, on parle du fait qu'il a une photo d'une Hawaiian Tropic Girl avec Trump en bikini en cuisine. C'est les photos qui sont décrites par non seulement... C'est peut-être les photos les photos décrites par Michael Wolff. Et on se rappelle que lorsque
lorsque on a eu Pam Bondi devant la Chambre des représentants, on lui a posé directement la photo de savoir si, directement la question de savoir si ces photos existaient. Et sa réponse avait été de ne pas vouloir répondre sous serment pour expliquer si les photos étaient réelles ou pas, hein. Donc, Ouais. c'est vraiment un terme extrêmement intéressant. Donc, et c'est fou comment tout ça a escaladé parce que voilà, on avait aussi Epstein qui avait répondu une première fois en envoyant en lien un article en disant voici, c'était ma copine en 93, elle avait 20 ans. Après 2 ans, je l'ai passée à Donald Trump, comme un autre exemple de dire comment ils étaient proches. Et après, quand même, cette réponse de dire voilà, la personne qui parle de tout ça, qui est Thomas Jr. Landon, ou Landon Thomas Jr. plutôt, dit que je suis un homme sérieux, mais je crois que ce serait bon pour le pays qu'il faut sortir tout ça. Donc, si vous avez quelque chose à me passer, je peux le faire passer to a political reporter. Donc, on demande, voilà, on demande très clairement, est-ce qu'il y a des choses dans ce dossier qui peuvent faire tomber Trump en 2015? Et Epstein, le genre de réponse qu'il y a, le genre de réaction, c'est est-ce que vous voulez des photos de Trump dans ma cuisine avec des filles en bikini? C'est encore une bombe. C'est encore une bombe, et dans une autre époque, ce serait que cet email-là qui ferait chuter Trump. Mais je suis tellement content de savoir que maintenant, le House Oversight Committee, les démocrates ont ces emails-là, et on espère voir de plus en plus de documents. Quand on regarde déjà les documents qu'ils ont reçus cette année, sans penser à ce vote qui est à venir grâce à Adelita, qui était cette 218e signature, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir il y a encore du grand cette année. Non, ce qui est intéressant, évidemment, parce que évidemment, il y a énormément d'emails qui ont été rendus publics aujourd'hui. Je vous rappelle que ces emails viennent de la succession de Jeffrey Epstein. Ce n'est pas la totalité du dossier. Donc, quand on est en train de voir la totalité de ces révélations, on comprend mieux pourquoi Donald Trump ne souhaite pas que le dossier Epstein soit rendu public, hein. Exactement. Donc, cet email est fou. On peut continuer. Donc, ça, c'était en 2015 où on a vu ça. On a un autre email de 2015. Vas-y. Celui-là en décembre, le 16 décembre 2015. Et celui-là implique Michael Wolff. Ou concerne Michael Wolff parce que c'est un email de Michael Wolff qui répond dans une conversation avec Jeffrey Epstein. Donc, encore une fois, on est le 12 septembre 2015, importance high. Et on parle du fait que Trump et va parler sur CNN. Alors, celui-là d'email, je vous l'ai choisi parce que c'est celui qui va être utilisé par les républicains pour dire « Regardez, c'est n'importe quoi ». On l'a déjà vu sur Fox News, hein, ils ont retenu que cet email-là. Les emails que je vous ai montrés avant, évidemment, ils n'en ont pas parlé. Et ils vont présenter ça comme étant une nouvelle, une sorte de révélation en disant « Regardez ». C'est Michael Wolff qui conseille en termes d'image Jeffrey Epstein, comme l'a fait Steve Bannon. Et je ne veux pas prendre ici la défense de Michael Wolff. Je pense qu'il vient de publier ou il va publier une vidéo pour expliquer ça. Je pense que c'est quelque chose, il ne s'en est jamais caché, que c'était une des on est avant. Évidemment, hein, on est alors pour comprendre le contexte de tous ces emails de 2018-2019, c'est avant que Michael Wolff soit inculpé. C'est au moment où le Miami Herald via Julie K. Brown, la journaliste d'enquête, a sorti les révélations sur toutes les filles de Palm Beach et la révélation de ce sweet deal qui existe entre Acosta, le ministre de Trump à ce moment-là, et Jeffrey Epstein. Et c'est dans ce cadre-là que Epstein consulte différents journalistes et différents politiques, dont Michael Wolff pour le côté journaliste et surtout Steve Bannon,
en demandant de le conseiller en termes d'image. Donc c'est le contexte. Est-ce que c'est le rôle d'un journaliste est-ce que c'est le rôle d'un journaliste ensuite de devoir faire ce conseiller-là? Mais en tout cas, voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est une des réalités de ce dossier, c'est une des réalités de la relation entre Michael Wolff et Jeffrey Epstein. Je pense qu'en échange de ses conseils, c'est comme ça qu'il a obtenu énormément d'informations. C'était quelque part son prix à payer. Ce n'est pas encore une fois une justification, mais parce que vous allez beaucoup entendre le nom de Michael Wolff, parce que c'est la manière c'est la manière dont les républicains, dont la Maison-Blanche veut s'en sortir en disant mais de toute façon tout ça c'est lié à un journaliste, ça n'a absolument rien à voir avec Donald Trump. Mais l'autre chose qui est intéressante dans cet email, c'est donc quand Epstein demande à Wolff comment gérer la situation si Trump parle d'Epstein à la télé, c'est Wolff explique le problème pour Trump, c'est que s'il dit qu'il n'était jamais sur votre avion ou dans votre maison, pour vous, après, vous êtes en position de force parce qu'il aura menti. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, Jeffrey Epstein a une manière de prouver que Trump était proche de lui, dans sa maison, dans son avion, et qu'il pourrait après utiliser ça. Oui, et c'est toujours d'ailleurs, et c'est ce qu'il nous avait dit lorsqu'il était venu en direct dans l'émission, Michael Wolff, en disant que les preuves existent, et il estimait qu'une partie des preuves, alors c'est un point extrêmement important, était en possession de la succession de Jeffrey Epstein. Et donc, on peut se dire, est-ce que ces emails sont la fin ou juste une étape avant le reste? Qu'est-ce que la succession de Jeffrey Epstein a pourrait envoyé encore sortir au Oversight Committee? Ouais. On va passer dans un autre... Donc là, on part en 2017, où on va voir 2 emails qui vont se suivre rapidement. Là, encore une fois, c'est des emails avec Jeffrey Epstein, où on parle directement de Trump. La première, on a Kathy Rumler qui écrit à Epstein une phrase Trump is so gross, quelque chose après qui est enlevé. En réponse à Trump is so gross, Epstein répond il est pire. Donc Trump est tellement dégueulasse, dégoûtant. Trump est pire dans la vraie vie et de près. Quand t'as Epstein qui dit ça, quand tu sais tout ce qu'il a fait, c'est quand même quelque chose. Hein? Là, Kathy répond, c'est dur à imaginer. Il me fait penser à MacGyver et je suis en train de souffrir de PTSD d'avoir été proche de lui. Epstein répond, si lui il est un MacGyver, est-ce que toi tu es Marla Maples qui était la femme de Trump? Et elle répond, non, pour lui j'étais beaucoup moins que ça. Donc un échange entre une femme qui se plaint de Trump à Epstein, où les deux se répondent en disant comment Trump est dégoûtant. Oui, ce qui confirme aussi que tout le monde sait dans ce groupe que Trump fait partie de l'entourage de Jeffrey Epstein. On va le voir, on a un autre email, là, le dernier que je t'ai envoyé, qui est, le dernier avec le surligné en jaune, qui est encore une discussion entre Epstein et une femme, une victime ou pas, mais une femme où elle dit qu'elle ne veut pas venir en avance chez lui, parce que, même s'il y a des smileys, elle ne veut pas se retrouver seule avec Donald Trump. C'est fou. Je préfère être seul avec Epstein qu'avec Donald Trump. Donc voilà. Exactement. Et donc, pour revenir, ça aussi c'était en 2017, à cet email-là entre Jeffrey Epstein et Kathy Rumler en 2017, on a un qui se passe quelques jours plus tard. Et donc, il revient... Subject Trump. Et il dit... il revient sur un événement où il y a Trump. On ne sait pas de quoi il parle directement, mais il revient sur un événement où il y a Trump. Il dit non, ce n'était pas une fête pédophile, c'était chez moi, avec moi. Donc voilà le nom de Trump associé à une soirée qui s'est déroulée chez Jeffrey Epstein.
évidemment, on cherchera d'avoir plus d'informations sur ce sujet-là. On a Ça, un c'est le autre. dernier qu'on a dans ce dossier, qui est encore une fois envoyé à Michael Wolff par Epstein. Là, on est en 2019 cette fois-ci. Donc, et on a dû rater dans tout ça, je suis désolé, on reviendra dessus dans notre prochaine émission, on vous sélectionnera des extraits, ça sera plus pratique que le direct. L'extrait où Jeffrey Epstein dit que Donald Trump savait pour les filles, ah ben voilà, ben C'est là. celui-là. C'est exactement, c'est peut-être le plus important. Regardez cette ligne. Of course, he knew about the girls as he asked Ghislaine to stop. Cette phrase-là, elle est terrible pour Ghislaine Maxwell. Mm. Ça veut dire qu'elle a eu des conversations Elle a menti. donc elle a eu des conversations avec Trump sur l'utilisation de filles. Et ça veut dire que Trump, comme on vous l'a toujours dit, savait que Jeffrey Epstein avait des relations sexuelles avec des mineurs. Ça veut dire que Trump a menti aussi. Voilà, il y a des phrases qui nous manquent, mais on voit que donc on parle de Mar-a-Lago et que donc cette histoire de Trump qui a kick out, comme il dit, Epstein, là aussi il y a encore une fois des doutes et que oui, et il était au courant du fait qu'il utilisait les filles de Mar-a-Lago pour ses crimes. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que quand on revient à cette excuse de dire c'est lui qui l'a mis dehors, il dit non, mais en fait, je n'ai jamais été un membre. Ouais. J'étais un ami de Trump, mais jamais. Et c'est un point intéressant parce que dans la réalité, si Epstein avait été un membre de Mar-a-Lago et qu'il avait été viré, ça aurait dû laisser une trace en termes de papier, en termes de documents. Et vous imaginez bien que si cette trace existait, qui démontrait que Trump avait annulé le fait que Jeffrey Epstein était un membre, il l'aurait présenté depuis longtemps. Et là, vous avez écrit par Epstein « Je n'ai jamais été un membre ». C'est extrêmement troublant. Dans un autre email qu'on a dû passer tout à l'heure, il utilise son mot en disant, je l'avais noté là, 2 secondes, où il disait, et je cite Jeffrey Epstein en disant « I know how dirty Donald is ». Je sais combien Donald est pourri. Ça peut être utilisé dans des tas de contextes. Normalement, c'est soit pour la finance, de dire il est dirty parce que voilà, il fait des crimes, il a des secrets finance, ou dirty en termes sexuels, en disant voilà, je sais comment il est gross, sale, dirty, voilà, comme les autres emails qu'on a vus. C'est vraiment fou. On a vu des emails, encore une fois, donc, qui touchent à l'aspect crime sexuel, finance, Russie, corruption. On a le paquet plein, là, c'est fou. On a le paquet plein, comme tu dis. Et en plus de ça, encore une fois, ce n'est pas le dossier Epstein dont Donald Trump a fait tous les efforts ce matin pour empêcher de la sortie. Et justement, on va faire une petite pause et on se retrouve avec une breaking news. À tout de suite.